Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité. 88.3, c'est fac. Ça part ici. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à un nouvel épisode du Popcorn de l'Infini. Devant une foule en délire, hein? On est dans le cadre du Radioton de la semaine de la radio. Donc, on est matinaux ce matin. Ah oui, 7 heures du matin, le soleil vient de se lever. On est au campus de l'Université de Sherbrooke, dans la salle de l'Horizon au E1. Puis tout va bien, tu sais, on parle aujourd'hui. On aurait souhaité en fait faire un épisode plus spécial que celui qu'on va vous livrer aujourd'hui. Oui, plusieurs facteurs ont fait en sorte que finalement on était un épisode régulier. Mais, un petit manque de temps, des conflits d'horaire, puis c'est ça. Ce qu'on voulait livrer en fait, c'était un épisode spécial sur un film qui n'est pas canon encore dans le MCU, soit le fameux Hulk de 2003. Puis finalement, on va le faire sur The Incredible Hulk, mais David, en sauveur, va quand même nous parler du Hulk de 2003, parce que tu as eu le temps de le voir. Bon, je l'ai déjà vu, mais ça fait quand même un petit moment, là, donc je me souviens de ce que j'ai pas aimé. J'ai un vague souvenir de ce que j'ai aimé, mais ultimement, c'est deux propositions très, très différentes et très... je cherche le terme en français, underwhelming, là. C'est-à-dire, on n'a jamais finalement réussi à faire un bon film avec ce Hulk-là. Non. Je sais pas pour la série télé, par exemple, des années 70-80, avec Lou Ferrigno. Faudrait s'y mettre. Ouais, c'est ça. Je me souviens prochain épisode, ouais, c'est ça. Non, ça le rendrait pas canon, mais Lou Ferrigno, qui est l'acteur de la série télé, joue dans The Incredible Hulk, qui joue un agent de sécurité là, sur le campus. Bref, on y reviendra, mais ça le rend pas canon parce qu'il joue pas Hulk. Mais c'est ça, donc je sais que cette série-là a été très, très culte. Je sais aussi que Hulk est pas mal un des personnages les plus, on va dire, connus du grand public. En fait, c'est par principe que c'est un personnage qui peut paraître simple. Là. Tout le monde connaît Hulk. Tout le monde sait c'est qui. Tout le monde connaît un peu le principe de Hulk. Ce qui fait que aussi, ce qui explique un peu que dans le film The Incredible Hulk, là, si je peux me permettre, ils n'ont pas fait d'origin story en tant que tel. Non. Ce qui est dans le générique à peine. À peine. Puis ensuite, on y revient un peu plus tard. Mais ils n'ont pas fait d'origin story clair. C'est un choix pour libérer le temps pour autre chose. Bon, est-ce qu'ils ont libéré le temps pour les bonnes choses? Ça, non. Je doute. Mais c'est ça. C'est un choix comme un autre. Moi, j'aurais aimé ça avoir plus un origin story. Mm-hmm. Normalement, tant qu'à en faire une plus courte, d'une 15-20 minutes, 30 minutes. Ce qu'on a eu le droit là, dans celui de 2003, mais j'en parlerai plus tard là, parce que c'est pas la bonne. Non, c'est ça. Mais oui, effectivement. Puis on est donc dans ce deuxième film du MCU, donc produit par les studios Marvel. On y voit, on relie les points entre guillemets là, avec une présence de Robert Downey Jr. en toute fin de film. Donc puis on parle de cette fameuse Avengers Initiative, mais en fait, on parle pas. Ouais, on parle un peu des Avengers là, dans la scène, mais c'est pas Hulk qui va voir, mais c'est Ross. Donc, c'est ça. Bref, on va expliquer ça tout à l'heure. Mais donc, ce film-là sort la même année également que Iron Man. Donc, une grosse année 2008 pour les films de super-héros. On donne le film au Français Louis Leterrier, donc qui le réalise. Bon, qui était quand même, on va dire, un habitué du film d'action. Il avait fait à l'époque le fameux Transporter et Transporter 2, je crois. Des films avec Jason Statham qui avait connu quand même un succès box-office, bon, succès critique discutable peut-être. Ces films les plus connus, ils ont peut-être fait après Incredible Hulk finalement, avec Clash of the Titans, avec Now You See Me. D'ailleurs, très prochainement, là, ce mois-ci, il y aura le 3e volet de ce film-là qui va sortir. Bref, c'est ça, il a fait des Fast and Furious. Bref, c'est ça, c'est le gars de Blockbuster, là, essentiellement. Ce que Jon Favreau n'était pas nécessairement avec Iron Man. D'ailleurs, il y avait même des pourparlers pour que Jon Favreau fasse ce film-là, mais finalement, il l'a pas fait. On a peut-être fait quelques erreurs ici et là, notamment au niveau du casting. C'est Edward Norton là, donc qui joue Bruce Banner. Pour les néophytes là, qui ne connaissent peut-être pas trop
pas nécessairement qui est Edward Norton, mais ce qu'il représente. C'est un acteur qui, en plus d'être très method acting, est beaucoup dans, je sais pas, la micro-gestion, puis souvent impose même sa vision au réalisateur. Donc, c'est ce genre d'acteur-là. Puis là, tu sais, il a quand même bonne réputation dans le milieu malgré tout. Là, tu sais, il se fait pas enlever des contrats ou rien, mais assurément, puis c'était dans justement la recherche que j'ai faite, il y a vraiment... Il refaisait des prises à l'infini de plusieurs des scènes. C'est ça, il changeait vraiment un peu la direction artistique. Puis, s'il y a une chose qu'on va retenir ou on va apprendre de Marvel, c'est que les autres, ils aiment bien travailler dans un cadre un peu plus fixe, mettons. Fait que ça les a pas aidés. On a Edward Norton, donc on a Liv Tyler qui joue Betty Ross, donc qui était l'ex-copine de Bruce Banner, parce que comme tu mentionnes, il n'y a pas d'origin story, mais on le retrouve alors qu'il est un peu en cavale, justement, recherché par l'armée américaine, parce qu'il y a ce fameux sérum. C'est des rayons gamma, là, mais en tout cas, on veut son sang. C'est un accident gamma lors d'expérience militaire inspiré du projet de Super Soldat, dont Captain America fait part. Ouais. On a Tim Roth qui joue l'antagoniste, mais il y a deux antagonistes. Il y a lui et William Hurt. Donc, Hurt qui joue le père de Betty, mais également le Thunderbolt, Ross. Et Tim Roth qui joue Emil Blonsky, qui va devenir Abomination, donc au cours du film. On a Tim Blake Nelson aussi en terminant, donc qui joue Samuel Stern, qui va devenir important un peu plus tard également dans le MC. Pas important, mais il va revenir, on va dire ça comme ça. Je sais pas s'il est important, en fait. Emil Blonsky? Non, Stearns. Donc, oui. En fait, il va revenir. Il va revenir. Il revient, mais je sais pas s'il est important. Assez récent, mais il va revenir dans un film avec un autre Hulk. Ouais, c'est ça. Le film, tu sais. Puisqu'on essaie un peu d'être dans la continuité du côté de Marvel, il est écrit par pas mal les mêmes personnes. En fait, il y a seulement un writer, ce qui est quand même assez rare parce qu'on avait dit qu'il travaillait beaucoup en équipe. Là. On est au début du MCU, fait que la formule est rodée, mais c'est Zach Penn qui signe le scénario, donc qui avait également signé le scénario du... il va signer le scénario des Avengers un peu plus tard, mais il avait travaillé sur X-Men 2, il avait travaillé, il était quand même sur Elektra aussi, ce chef-d'œuvre. Donc c'est ça, il était quand même un habitué de la franchise en fait des super-héros Marvel. Et donc qu'est-ce qui se passe dans ce film-là? Je sais pas si tu veux le résumer ou je le résume ou Oui, écoute, c'est quand même simple. En fait, on commence, l'origine est simple, c'est un accident quelconque de rayon gamma lors d'une expérience militaire pour le projet de super soldat. Ensuite, on le retrouve combien de temps plus tard, je ne sais pas. On le retrouve au Brésil, en cavale, traqué par l'armée américaine. Il communique avec un Mr. Blue, qui va être Samuel Stearns, là, qu'on a déjà mentionné, pour essayer de trouver un peu un remède contre sa condition qui fait que quand il est fâché, quand que son rythme cardiaque atteint ou dépasse 200, il va se transformer en Hulk. Donc, c'est ça, on commence au Brésil, il travaille dans une usine de soda, puis va aussi subir une coupure qui va mettre du sang dans un des sodas qui va aller directement à la maison de Stanley aux États-Unis. Puis, donc c'est comme ça que l'armée américaine va pouvoir le retraquer. Et l'armée américaine va se rendre justement au Brésil pour le traquer. Banner va se transformer en Hulk et puis va se défendre et ensuite va continuer, tenter de retourner aux États-Unis pour aller voir Mr. Blue et trouver le remède contre sa condition. Ça ne marchera pas. Pendant ce temps-là, il se fait traquer par Emil Blonsky qui est dans l'armée, qui est un agent spécial qui a aimé se battre contre le Hulk puis qui a comme mal pris sa défaite aussi. Là. Fait qu'il va trouver une obsession de se battre contre ce Hulk-là. D'égal à égal. D'égal à égal, oui. Donc, il va, en effet, là, se subir des
des transformations ou participer aux tests de super soldats justement pour devenir Abomination avec le temps. Et puis, ce qui va mener au combat final qui, si je ne me trompe pas, c'est-tu à New York? Oui, je pense qu'on est revenu à New York à ce point-ci. En tout cas, ça a bougé beaucoup dans ce film-là. Là. Un combat final, là, justement, de Hulk contre Abomination. Donc, ça va être. Ça résume assez bien le film. Puis, dans tout ça aussi, un personnage important, c'est le général Ross, qui va, lui qui a comme mandat un peu qui est comme chef de l'armée, général de l'armée, qui va essayer de capturer le Hulk pour l'utiliser comme arme pour le gouvernement américain. Là. Donc, ça va être ça, le ton du film, où est-ce qu'on va essayer de fuir, essayer de vaincre, mais pas vaincre, excuse-moi, mais de soigner cette maladie-là, entre guillemets. Puis, ça va être ça le ton du film. Et éventuellement, là, vous pouvez deviner la suite. Là. Ouais, c'est ça. Écoutez-le. Ouais, c'est ça. On va revoir Hulk dans d'autres films. Ouais. Mais oui, c'est ça. Puis, le film, bon, évidemment, ne sera pas un aussi gros succès que l'aura été Iron Man. Pour diverses raisons, je crois. Peut-être un super-héros, oui, qu'on connaît tous, mais que peut-être qu'il y a un moins grand intérêt. On mentionnait là, dans l'épisode précédent que Iron Man aussi était un risque, puis finalement, c'est un risque qui a payé. Peut-être que Hulk était un risque qui a peut-être un peu moins payé, mais sur un budget de 140 à 150 millions, quand même fait 265 millions. Donc, les gens sont allés le voir. Je ne crois pas, par contre, que les gens le revisitent souvent depuis, là, contrairement à d'autres films du MCU. Le premier film du MCU que je vais regarder, puis en fait, on n'a pas nécessairement besoin parce que Hulk va un peu. Ben, on en a peut-être plus besoin avec le dernier Captain America qui est sorti, mais pas tant que ça non plus. Là. C'est pas un film que j'aime revisiter non plus. C'est pas. Ben, on dirait qu'à chaque fois que je l'écoute, il est encore moins bon. Là. Ouais. La première fois que je l'ai écouté, c'était à sa sortie au cinéma. Puis ensuite, là, je pense que je l'ai écouté il y a quelques années. Puis là, c'est ma troisième écoute, là, en effet. Puis comparativement aux autres films du MCU que j'ai pu écouter plus que 3 fois. Là. C'est clairement le film là, qui n'est pas le plus regardé non plus. Puis, non, c'est ça. Puis, tu sais, d'autant plus que contrairement à presque toutes les autres franchises, il n'y a pas eu de suite. Donc, c'est ça, on n'a pas essayé de non plus construire une franchise autour de ce personnage-là. Puis, ben, les premiers films de chaque, même s'il n'y a pas d'origin story, ça reste très en vase clos, là. C'est-à-dire, on n'a pas d'interaction avec d'autres super-héros, on n'a pas rien, là. Alors que, mettons, les films de la phase 2, ben, dès le premier film d'une nouvelle franchise, ben, souvent, il y avait une interaction avec d'autres personnages. Bref, c'est ça. Donc, on est à ces débuts-là, donc, du MCU. Et puis, le succès critique est étonnamment pas si mal à l'époque. Bon, effectivement, tu dis à chaque fois que tu le regardes, il est encore moins bon. J'ai exactement ce même feeling-là aussi. Puis c'est un film qui... Là, tu sais, dans ce nouveau visionnement, on dirait que c'est plus les failles scénaristiques qui m'ont sauté aux yeux, parce que visuellement, le film, il n'est pas parfait non plus, là, mais tu sais, a bien vieilli. Il y a des directions, des choix artistiques peut-être qu'on aurait pu repenser, mais ultimement, tu sais, c'est ça paraît que c'est un film de qualité, film fait avec un gros budget, puis ça se regarde encore bien aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, j'ai des failles scénaristiques qui m'ont vraiment agacé. C'est sûr qu'on va en parler dans le deuxième bloc. On va parler également, donc, au retour de la pause, justement, de l'origine de ce personnage-là dans les comics. Un des plus vieux comics. 1960, première apparition. C'est ça, là. Donc, c'est quand même assez tard. Tu vas nous parler un peu de l'histoire particulière de ses origines et tout ça. Puis, on fera un parallèle avec le film de 2003 également. Donc, on va aller en pause publicitaire. Puis, au retour, ben, on vous parle de tout ça. Vous écoutez le Radio-Ton CFAC 2025 au profit de Centraide Estrie. Vous pouvez faire un don en argent au local E1-1010 sur le cfac.ca ainsi que sur la page Facebook de la Semaine de la radio. Vous êtes toujours à l'écoute du Popcorn de l'infini dans le cadre du Radioton 2025 de CFAC. David, donc...
Hulk, c'était pas un super-héros avec lequel tu étais familier, non, je crois. c'est pas un comic que j'ai lu souvent. En fait, je dirais même que j'ai jamais touché à Hulk. Honnêtement, je pense pas que je l'ai lu dans aucun comic. Ouais. Même pas dans les Avengers, même pas dans... c'est pas dans l'époque que je les ai lus. J'ai vu le Red Hulk, mais pas Hulk original. Ouais. Donc, je me lançais vraiment dans les comics de Hulk. Et j'ai mentionné 1960. En fait, c'est la première apparition du principe d'un Hulk, parce que c'est quelque chose. C'est en anglais, un Hulk, c'est quoi un Hulk, ouais, c'est un peu flou, là. C'est comme une espèce de bête, là. Je sais pas trop comment. C'est une bête là. Ouais, c'est ça. C'est une grosse affaire. Une grosse affaire. Mais la première fois, c'était plus un genre de Yeti alien dans une histoire, dans un magazine de peur de 1960 que Marvel avait sorti. Et c'était la première apparition de Hulk. Ce qui va devenir un vilain, un vilain de l'univers de Hulk, mais c'est comme un gros Yeti là, alien qui va... va contrôler le monde. Bref, mais le vrai début de Hulk, tel qu'on le connaît, c'est 1962. Puis là, je dis tel qu'on le connaît, pas tant que ça. Parce que lors de sa première apparition, il est gris. Puis en réalité, les gens trouvent ça, les imprimeurs trouvent ça difficile d'imprimer du gris selon la bonne teinte. Fait qu'ils vont switcher à un ton de vert qui va être plus constant au travers des comics, parce que c'est vrai que dans les premiers, c'est difficile de garder la bonne teinte de gris. En version numérique, il y a la bonne teinte, là, mais la version imprimée, il y avait de la difficulté à atteindre le bon gris. Fait que le vert, c'était la bonne solution. Justement, il y a plusieurs différences là, entre les comics et les films. En fait, je dirais énormément de différences entre les comics et les films. Notamment, juste dès le départ, l'origin story. Dans le film, là, on va y aller avec une expérience militaire, mais dans les comics, ça va être Bruce Banner qui va se placer volontairement dans le champ d'un essai de bombe gamma pour sauver un gars qui s'appelle Rick Jones, qui n'est pas présent dans le film, qui va être un personnage très important des comics, surtout dans les débuts, mais qui va être un personnage super important de l'univers de Hulk. Et donc, il va sauver ce gars-là, qui va devenir comme l'allié de Hulk, qui est mentionné dans le film, dans le générique, sur un papier. On voit son nom. Apparemment, c'était une idée de l'avoir dans le film, mais ça a été... Ils ont scrappé l'idée au tournage. Donc, c'est un personnage important qui manque, qu'ils ont remplacé par... rien. Non, c'est ça. C'est pas rien. Parfait. Il aurait pu le rajouter, je pense, parce qu'ultimement, c'est un peu vide en termes de personnage. Ouais, c'est ça. Ça aurait pris un bon personnage, parce que là, on sent qu'il est tout seul. Bon, en tout cas, ça a été scrappé, cette idée-là. Fait que une autre différence aussi, dès le départ dans les comics, en fait, c'est ça. Il y a une différence entre le Hulk de départ et celui après. Mais dans le départ des comics, on a plus une approche loup-garou. Il se transforme la nuit. Il se transforme la nuit en tant que Marvel aimait ça mettre des vampires, des loups-garous. C'est ça. Ben, finalement, ça a rapidement changé vers colère, adrénaline, tout ça, ce que le film a repris. Là, mais c'est ça. Au départ, c'était vraiment le cycle jour et nuit qui déterminait si le Hulk ou si c'était Banner. Dans le film, il y a une différence aussi au niveau des personnalités. Donc, faut savoir aussi que plus tard, le personnage Hulk gris qu'on a vu va devenir une personnalité distincte, parce qu'on apprend que Bruce Banner, c'est pas mentionné au départ dans le comic, mais éventuellement, on le mentionne, puis c'est confirmé. Il y a un trouble dissociatif de l'identité. Donc, il va y avoir plusieurs identités. Donc, Grey, qui va être le Hulk gris qu'on a vu. Il y a Professor Hulk, qu'on va avoir vu dans le MCU sous différentes raisons. Il y a Devil Hulk. Il y a vraiment comme un trouble dissociatif complet. Mais dans le film, on voit seulement le Savage Hulk, qui est comme un enfant colérique et protecteur dans les comics. Et donc c'est ça. Ça va. On n'a pas abordé vraiment cet aspect-là dans le film. On a carrément scrappé l'idée qui va revenir. Professor Hulk va revenir plus tard, mais on n'a pas vraiment le trouble d'identité là, avec Banner. Ce qui fait que Banner va manquer un peu de profondeur, là, qui va rester comme juste un scientifique avec un alter ego, mais vraiment, il va manquer vraiment de profondeur. Je sais pas pourquoi qu'on a scrappé cette idée-là dans le film. Ouais. Tu sais, j'ai même une question pour toi, parce que
malgré, oui, tu dis, on a le Savage Hulk, mais ultimement, moi, je trouve, puis tu me diras si c'est comic accurate ou pas, finalement, les fameux BPM, là, les battements par minute, tu sais, même à la limite, il n'y a même pas besoin d'être fâché pour se transformer en Hulk. Il y a juste besoin d'atteindre le 200 BPM. Est-ce que cette question-là des fréquences cardiaques, ça a rapport? Dans les comics que j'ai lus, c'était pas mentionné, mais oui, c'est vraiment lié à l'adrénaline. Puis, à l'adrénaline, donc vraiment à l'adrénaline. Mais ça change au sens des large. années aussi. L'adrénaline puis la colère aussi. Ouais. Ça va déterminer aussi quelle forme il va prendre à ce niveau-là. Mais c'est ça, il y a les Hulk qu'on connaît beaucoup dans le film, c'est le Savage Hulk qu'on a vu beaucoup dans ce film-là. Et le Hero Hulk qu'on va voir plus dans les Avengers, qui va aimer beaucoup jouer au héros. En fait, ça va être une de ses personnalités, mais qui va prendre la forme quand même de Savage Hulk tout le long. Là. Donc vraiment, on a scrappé l'idée d'avoir un trouble dissociatif. Là. Y a-tu une version de Hulk qui, je sais pas, se transforme pour l'empêcher de mourir? Je sais pas si je suis clair, là, mais tu sais, à un certain moment dans le film, il se lance comme en bas d'un hélicoptère, puis il se dit je vais me transformer, puis là, on comprend que c'est avec l'adrénaline, mais bon, il tombe dans le sol, puis là, il se lève, puis magiquement, il est Hulk. Parce que c'est le seul, on dirait, lien logique que je ferais avec les battements par minute. C'est-à-dire, tu sais, je sais que le cœur, à un moment donné, il y a une limite de BPM qu'il peut atteindre avant de claquer. La limite, je la trouve haute pour son âge, là, aussi. Ouais, 200, ouais, c'est ça. Je faisais pas le calcul, là. Je l'ai surtout fait quand j'étais plus jeune, puis c'était un petit peu plus. Mais c'est ça, il est proche de la crise de cœur. Est-ce qu'il se transforme parce que son cœur est sur le point de lâcher, et donc j'ai aucune idée. C'est ça. Ben, c'est vraiment pas explicité dans le film, non, ça, c'est sûr. Mais je me demandais si c'était comme un Wolverine 2.0, c'est-à-dire un personnage qui ne peut pas mourir parce que sa mutation ne lui permet pas de mourir. Ben, je pourrais pas répondre parce que je sais pas. Mais c'est aussi pas tout le temps clair dans les comics, mais je pense que sous la pression, il va toujours se transformer, à moins... Mais c'est parce que aussi, il faut comprendre qu'il y a Hulk quand il est en guerre contre Banner, puis il y a Hulk quand il est pas en guerre contre Banner, quand il travaille avec. Puisqu'il va donner deux types de comics différents. Là. Je pense que le plus récent qui est sorti, ils sont en grosse chicane, et Hulk ne veut plus être un héros, donc ils vont être en guerre l'un contre l'autre. Donc Banner va un peu se faire hanter par Hulk, qui va des fois refuser de sortir aussi dans les situations où il y en a besoin. Donc justement pour... Ben ça arrive dans un des Avengers. Oui, ça arrive dans la... Je pense Infinity War. Ouais, c'est Infinity War, où est-ce qu'il peut pas se transformer du film. Ouais. Donc, justement, il y a ça, mais le facteur plus horreur, il est pas là. Le facteur où est-ce que, mettons, il va regarder dans un miroir, puis il va voir Hulk, puis il va pouvoir parler avec, ce qu'on a moins. Ce qu'il y a aussi dans le film, c'est qu'il parle, à un moment donné, la première fois que Hulk dit une phrase, il parle au jeu, ce qui est pas... typique. Ouais. Le reste du film, il va parler à la troisième personne. Ça, c'est une erreur. Là. Il dit « Leave me alone ». C'est une erreur. Je sais pas pourquoi, mais au niveau... Quelqu'un qui n'a pas fait sa job dans le script edition. Au niveau de Abomination, dans le film, Emil Blonsky va devenir l'Abomination via deux raisons. Le sang de Hulk et le sérum de super soldat. Et dans les comics, on va avoir une transformation par exposition directe au rayon gamma. Mais, grosse différence, il va garder son intelligence humaine, ce que dans le film, on pense pas... En tout cas, c'est pas clair, mais je pense pas. Puis en fait, tout le monde qui est exposé au rayon gamma dans les comics ou dans n'importe quel autre média qui n'est pas Banner va garder son intelligence humaine, sauf Banner, parce que Banner, il y a le trouble de personnalité qui vient faire en sorte qu'il ne se rappellera plus de ce qu'il fait quand il est Hulk. Il y a des petites choses qui restent, mais quand même... il y a tout ce facteur-là qui n'est pas expliqué dans le film. Donc, je pense que c'est pour cette raison-là qu'Abomination n'a pas son intelligence humaine avec lui. Du moins, je pense pas. Au niveau de Betty Ross, au niveau du film, ça va être une scientifique puis un soutien affectif. Mais dans les comics, ça va être... ça va être distant parfois comme relation, pas trop clair non plus.
puis va être souvent dans une relation où est-ce qu'il faut la sauver aussi. C'est les années 60. C'est ça. Général Ross, dans le film, il va être un militaire obsédé, mais dans le comic, il va être plus nuancé. Parfois, il va s'allier à Hulk. Donc, c'est quand même un personnage qui ont pris vraiment du mauvais côté dans le film, mais ce qui rend pas ça pour autant différent tant que ça du comic. Puis la tonalité du film va être plus scientifique malgré tout. Puis les comics, ça va être métaphore psychologique, parfois mythologique aussi. On va mélanger l'univers de Thor avec l'univers de Hulk assez souvent, ce qu'on va voir dans Thor Ragnarok. Là, il y a Planet Hulk aussi là, qui existe. Ouais, il y a plein de choses. C'est comme ça, scientifique né sur Terre dans une expérience, mais il y a aussi une planète. Dans le film, on est resté vraiment terre à terre, ce qui est correct là, pour le premier. Puis au niveau de la fin, il y a une différence. Dans le film, Banner va apprendre à contrôler partiellement Hulk, ce que dans les comics, il ne va pas faire après, jusqu'à des décennies après avoir été infecté. Donc, au numéro 367, c'est sûr que ça s'explique par le pace des comics qui est beaucoup plus lent. Là. Mais 377e comic avant de pouvoir contrôler Hulk. Ça m'étonne qu'on soit rendu aussi loin que ça. Là, je veux dire, en surface, puis on dirait que les films reflètent un peu ça. On dirait que c'est un personnage qui n'a pas beaucoup à offrir, mettons. Là, c'est très un tank qui c'est peut-être que le Bruce Banner, ses histoires sont intéressantes. Le facteur du trouble de la personnalité, puis le facteur des multiples personnalités de Hulk, je trouve que ça rend un personnage intéressant. En tout cas, moi, j'ai aimé le lire en comic. Là. Je trouve qu'au niveau des scènes d'action, il doit juste, dans les comics, là, puis je sais que t'en as pas lu une tonne non plus, mais il doit juste se battre contre des grosses affaires. Là. Il va pas faire comme Spider-Man, des petits magouillards d'une ruelle ou des affaires de même. À moins que je me trompe. Là. Non, mais c'est la bête pas de cerveau là, qui frappe. Ouais, c'est ça. C'est le tank, oui. Mais ça en prend un. Puis je pense que c'est un personnage intéressant parce que essayer de contrôler Hulk, c'est une question qui revient souvent dans les Avengers. C'est difficile à contrôler quelqu'un qui est capable de carnage comme ça, puis aussi c'est quelqu'un qui peut sur un mauvais jour tuer beaucoup de monde. Fait que c'est quand même pas facile. C'est toute cette question-là, je pense, qui va revenir, mais le côté aussi psychologique est quand même assez intéressant à observer dans les comics. Là, c'est ce qui fait que c'est des comics parfois plus sérieux, parfois plus drôles. Ça va dépendre de ça, mais je pense que c'est un personnage qui peut être intéressant dans les comics. Au niveau du film de 2003, j'ai écouté le film de 2003 pendant que vous faisiez le Radioton, le début du Radioton. Drôle de film, si je peux me permettre. Ils ont décidé d'y aller avec une origin story, mais vraiment différente, avec le père de Banner qui a testé des expériences scientifiques sur lui-même et qui va avoir passé ça à son fils dès la naissance. Et puis un accident dans un labo avec des rayons gamma comme sorti Hulk de sa prison. Mais dans le fond, ce qui est expliqué dans le film de 2003, c'est que Hulk, c'est le père de Banner. C'est sa personnalité qui a été transmise dans Hulk. Donc, c'est une partie de son père. Et c'est ce qui explique ça. Dans le fond, on comprend aussi que son père voulait le tuer quand il était jeune, mais que sa mère l'a empêché. Puis finalement, le père de Banner a tué sa mère par accident. Puis, il va avoir changé d'identité, Banner, suite à l'armée qui est intervenue avec Ross, et il va savoir retrouver sur un différent nom. Son père va finir par le retrouver, il va subir un accident, il va devenir Hulk, tout ça. Et donc, ce qui fait que là, il va se battre aussi contre l'armée américaine qui veut aussi s'en servir comme arme. Mais Ross, il y a un ton plus calme, plus comic accurate dans ce film-là, parce qu'il est plus... il essaye vraiment de faire la bonne chose, mais l'armée l'empêche. Mais fait que finalement, il va finir par écouter l'armée. Mais tu vois qu'il est plus nuancé là, dans celui-là. Puis, mais quand même, il va se faire enfermer, il va bien sûr s'échapper, puis tout ça. Puis, mais le combat final, là, ça va être assez spécial parce que il va se battre contre son père qui est devenu un genre de nuage. Là.
fait aucun sens. Là. Bref. L'antithèse d'un combat de Hulk là, qui est supposé frapper des grosses affaires. Ils ont pris des drôles de décisions dans ce film-là. J'ai bien aimé les transitions style comique, ce qui se prêtait parfois un peu moins à certaines scènes parce que je trouvais qu'il y en avait énormément. Ouais. Mais reste que c'est un film que j'ai trouvé quand même assez divertissant. Ouais. Mais le plus drôle du film de 2003, c'est que j'aurais pu ne pas écouter la première heure et quand même comprendre le principe du film. Ça veut dire que l'origin story était assez mal faite parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'on savait déjà qui étaient représentées. Fait que on a comme les deux extrêmes là, de quelqu'un qui fait une origin story trop intense puis quelqu'un qui en fait pas. Vraiment les deux extrêmes. Puis encore une fois, le trouble de la personnalité multiple n'est pas abordé. Par contre, il y a un principe super important de Hulk qui est mieux représenté, je trouve, dans le 2003, et c'est le principe de plus il est fâché, plus qu'il est gros, plus qu'il est fort. Ce qui va vraiment être représenté là, dans le film de 2003, ce qui n'est pas nécessairement représenté dans le film de Incredible Hulk. Donc, pour revenir au film de 2008, Incredible Hulk... Juste avant 2003, moi, ce qui me fascine, c'est que c'est un réalisateur hongkongais, Ang Lee, qui va faire... je dirais pas ses meilleurs films, parce qu'il venait tout juste de faire Crouching Tiger, Hidden Dragon, qui est un film chinois, mais qui avait vraiment connu, je pense, 4 nominations aux Oscars. Il avait eu vraiment très bonne presse. C'est un réalisateur quand même assez estimé. Tout de suite après, son film suivant, c'est Brokeback Mountain, là, qui a failli, qui aurait peut-être même dû gagner l'Oscar du meilleur film. C'est comme un réalisateur. Encore une fois, je retrouve ce que Marvel fait aujourd'hui, c'est-à-dire un réalisateur d'auteur qui fait un blockbuster un peu bizarre. Mais c'est ça, c'est très, pour ceux et celles qui connaissent justement le cinéma chinois, c'est très inspiré de tout ça, les choix artistiques. Il y a l'inspiration comics, là, mais il n'y a pas juste ça, là, des refaire la même scène, mais d'un point de vue différent, à même d'un plan à l'autre. Là, j'ai vu des drôles de transition. Ouais, c'est ça, c'est vraiment particulier. Caster Eric Bana, qui est comme... pas si gros à l'époque, puis qu'il l'est jamais devenu plus après. Celui qui joue Ross, c'est Sam Elliott, qui lui aussi a toujours été comme relégué au 3e rôle. Bon, il a quand même une prestance à la caméra aussi, là, puis je pense que c'est pas mal le meilleur acteur du film, ultimement. Oui. Mais c'est ça, c'est un film... C'est un film qui me surprend à chaque fois, qui est long aussi, là, quand même, 2h20, je pense. 2h18, je pense. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est quand même assez costaud, mais puis il faut le remettre dans son contexte aussi. C'est à l'époque où il y avait très peu de films de super-héros encore, donc il n'y a pas vraiment, on va dire, de barème, de standard. Je ne vois pas ça comme un film de super-héros, je vois ça comme un drame. Ouais, ils l'ont après. Ben, c'est ça, c'est parce que c'est comme facile d'approcher Hulk, soit dans la perspective, on va dire, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, ou soit dans la perspective d'une espèce de drame. Surtout celui-là, qui est très shakespearien avec le père, puis tout. Là, c'est comme, c'est ça, on est prédestiné. Ouais, c'est ça, la fameuse destinée. Mais c'est parce que Ross aime pas Bruce parce que il pense, il voit son père en lui, puis il est comme c'est ça. Là. Il y a comme toute une raison familiale derrière là, que je suis pas sûr que j'aime. Là. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, il n'y avait pas de canevas non plus. Il y avait le premier X-Men qui était sorti, puis le premier Spider-Man, puis Blade, puis d'autres affaires, là, mais de moins grande envergure. Fait que comme, est-ce qu'on a essayé de faire quelque chose dans l'espoir que ça devienne ça le standard, puis on s'est cassé un peu la gueule? Peut-être, c'est ça. C'est pas un film parfait, mais c'est un film qui a beaucoup de défauts qui sont pas les mêmes que le film de 2008 finalement. Mais en tout cas, c'est ça. Moi, j'avais hâte de le revoir. Je vais essayer de le revoir quand même par principe, mais je me souviens que je riais plus souvent qu'autrement du film, mais qu'en lisant un peu dessus, en tout cas, je me suis réconcilié un petit peu avec tout ça. Mais si on parle justement donc du film de 2008, justement. Oui, au niveau du film de 2008, en fait, il va avoir des failles des failles importantes là, au niveau, j'aimerais ça parler avec toi là, de la timeline du début. Qu'on commence au Brésil, je pense que tu avais trouvé ça dérangeant. Peux-tu me rappeler un peu la timeline de ce qui dérangeait? C'est parce que tu sais, on met beaucoup l'accent sur le fameux Days Without Incident, donc des jours avant qu'il se transforme en Hulk. Là, on commence le film, je ne sais plus à combien de jours, mais un nombre relativement élevé. Bon, évidemment, il va se faire pourchasser, il va se transformer en Hulk. Puis là, je comprends ce qui a été fait, mais c'est un peu naïf, là, mais c'est comme, OK, il se transforme en Hulk, il se peut pas,
Il détruit tout le monde. Là, il finit par s'enfuir de l'armée. Puis là, il se réveille au Guatemala, tu sais, qui est comme à des années-lumière là, du Brésil, même en termes de Hulk. Là, je sais pas c'est quoi son amplitude de saut, mais... Parce qu'il peut sauter vraiment, vraiment loin. Ouais, mais tu sais, est-ce qu'il peut sauter 3 à 4 000 kilomètres de loin dans un court laps de temps? Je sais pas, je le connais pas personnellement. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il se réveille au Guatemala, puis là, il est comme... c'est toute cette partie-là, parce qu'après ça, ça se clarifie un peu la timeline. Il se réveille au Guatemala. Là, la scène d'après, il est rendu au Mexique. Là, t'es comme, OK, bon, c'est le pays adjacent, mais il faut quand même que tu le marches puis tu passes la douane, là, sans papier. Tu sais, il se réveille pas de linge, pas rien. Bon, mettons qu'on accepte le fait qu'il se soit rendu au Mexique. Là, un moment donné, il se met à mendier. On lui donne une scène ou quelque chose comme ça. Puis là, il est comme... Ah, mais c'est ça que je dois faire. Puis on va s'acheter du linge, je fais des affaires de même. Puis 17 jours après, mais là, c'est là que ça porte un peu à confusion. C'est on est à Days Without Incident 1. Il est rendu au Mexique. Puis il se rend en Virginie, donc où les Ross sont, puis tout, le jour 17 Without Incident. Est-ce qu'il s'est transformé en Hulk depuis, puis qu'il a sauté pas mal pour se rendre? Peut-être, là, c'est ce qui donnerait un peu le bénéfice du doute, là, mais si on prend pour acquis qui s'est pas transformé, parce que c'est ça son but, ne pas se transformer aussi, ben, tu peux pas marcher du Mexique jusqu'en Virginie en 17 jours. Là. J'ai calculé avec Google Maps, c'est 43 jours minimum. Ça, c'est si on marche 24 heures par jour. Là. Fait que c'est ça. Puis tu sais, on le voit pas manger, on le voit pas... Bref, c'est ça, tu sais. Ça m'a sorti un petit peu du film. Bon, après ça, on se calme un peu. Là. Ça reste Virginie, puis New York. Tu sais, ça reste un peu plus plausible. D'autres personnages qui kick-in, mais... En tout cas, c'est ça. Encore une fois, tu sais, on se questionnait dans Iron Man. Oh, il voit quelque chose aux nouvelles, puis il est capable d'être là à temps pour comme lui-même passer aux nouvelles. Ben, je me questionne un peu sur la façon de se transporter d'Iron Man, de Hulk. Mais en tout cas, c'est le genre de détails qui me sortent d'un film habituellement. Heureusement, il y en a pas trop. Il est plus à l'heure que la STM. Ouais, ben c'est ça. Au moins, lui, il passe. Mais non, c'est ça, ça m'a sorti un petit peu du film, puis ultimement, c'est que on se demande quasiment pourquoi est-elle au Brésil, surtout si dans les comics, on n'a pas l'air d'être basé sur une série de comics en particulier tant que ça. Pas que je connais. Pourquoi on ne l'a pas fait au Guatemala à la base? Là, je pense qu'on n'aurait pas été choqués. Ben, je le sais pourquoi, probablement, c'est qu'il devait avoir des crédits d'impôt au Brésil, donc on est allé tourner là. Là, c'est probablement pour ça. Mais c'est comme rapprocher l'action en Floride, puis après ça, ils sortent. Si vous voulez être en dehors des États-Unis, il y a plein de pays adjacents. Là. Le Brésil, là, c'est loin, puis c'est gros, puis c'est... En tout cas, ça m'a choqué, moi qui aime bien la géographie. Mais c'est pas la seule chose qui m'a choqué, mais en même temps, c'est ça, peut-être le principal défaut de Hulk, du film, c'est que c'est un peu plate. Tu sais, il y a comme pas... il y a des scènes d'action qui sont pas mal faites, mais c'est juste comme, OK, je m'en vais dans un lieu. Oh, je me fais attaquer. OK, je m'en vais dans un autre lieu. Oh, je me fais attaquer. Tu sais, il est comme... Il y a pas vraiment de but... pas de but, mais on sait qu'ils veulent prendre son sang, mais il y a comme... C'est pas très créatif, on va dire, en termes de scènes d'action, en termes de divertissement aussi. Fait que, en tout cas, ça m'a pas particulièrement plu, mais c'est ça, c'est un film qui fait tout correct, mais qui fait rien de bon. Mais je veux juste aussi mentionner au niveau du Brésil, drôle de choix, parce que le Brésil a un traité d'extradition vers les États-Unis. Ah oui? En 2008 aussi? Ouais, je sais pas. Depuis 1961. Ah, bon. Mais en fait, par contre, ça ne permet pas l'extradition purement politique ou militaire. Donc, je sais pas. Ouais, c'est ça. Ça nous prendra un avocat. C'est ça. Là, y a-tu rempli ses papiers, là, m'emmener dans le processus? Oui. On a un étudiant en droit dans la salle. Mettons que le Brésil a un traité d'extradition avec les États-Unis et que... tu peux prendre un micro, là. On va être rejoint par un avocat. Pas un avocat, mais un étudiant en droit. Pas encore. Pas un avocat. Oui. On va faire rejoindre par Bromard qui va... on va devoir ouvrir son micro, par contre. Puis aussi, tant qu'elle est là, je pense qu'il n'y a pas de son sur YouTube.
Oui, Bromard qui vient de se réveiller, qui vient nous rejoindre au Radioton. Je pense qu'il n'y a pas de son sur YouTube. Parfait. Donc, le son est activé sur YouTube. Désolé pour les gens sur YouTube. En fait, là, ce que je peux comprendre, dans le fond, pour te mettre en contexte, au début du film de Hulk en 2008, il se retrouve il se fuit l'armée américaine en allant au Brésil. Et par contre, le Brésil, on sait qu'il y a un traité d'extradition depuis 1961. Par contre, la limitation de ce traité d'extradition-là, c'est qu'elle ne sera pas garantie pour les offenses qui sont purement politiques ou militaires. Donc, dans le cas où est-ce que Bruce Banner est recherché par l'armée américaine pour officieusement en faire une arme pour l'armée américaine, est-ce que le Brésil, dans ce cas-là, devrait renforcer son traité d'extradition envers Bruce Banner? Ben justement, dans le cas de Bruce Banner, excusez-moi, là, je viens de me réveiller, tout le monde. Ma voix est complètement Radioton ce matin. Là. Dans le cas de Bruce Banner, tu parles-tu du film de 2003? De 2008. 2008, OK. Ouais. Dans le film de 2008 de Hulk, je ne me rappelle pas exactement des événements. Ça va me revenir là, lentement, là, au fur et à mesure que je me réveille. Mais pour ce qui est du film de 2008, je crois que dans ce cas-là, le traité d'extradition, oui, il va s'appliquer et il va devoir être extradé parce que je crois que quand tu parles d'offense purement politique ou militaire, je crois que c'est un cas assez exceptionnel, le Hulk. Puis je crois que dans cette circonstance-là, j'avoue que je nage un peu dans le vide là, parce que c'était pas prévu. Non, c'est ça. Honnêtement, c'est une question. Ça, c'est le genre de question qui mérite justement d'avoir comme un panel ou une recherche en soi. Est-ce que on peut extrader Hulk? Mais je crois que dans ce cas-ci, oui, parce que les Américains, il y a toutes sortes d'arguments qui peuvent faire que Hulk, c'est quelqu'un qui est un de leurs citoyens, c'est quelqu'un il y a un intérêt national supérieur à son extradition, qu'il a. Ils peuvent aussi dire que c'est quelqu'un qui a commis certaines offenses qui peuvent même ne pas nécessairement être purement, comme tu disais, politique ou militaire. Ouais. Donc, parce qu'il a quand même commis plusieurs meurtres. Là. Oui, mais c'est ça. Il y a beaucoup d'arguments, je trouve, qui jouent en faveur. Ce qui explique l'intervention militaire qui a visiblement été approuvée au Brésil à ce moment-là. Bon, ben merci, Bromard, de cette confirmation-là des faits. Donc, en effet, ça fait moins de sens qu'il n'ait pas été extradé. Par contre, on voit bien que le Brésil a approuvé une intervention militaire sur son pays. Donc, voilà, ça explique, le tout. Peut-être que ça se ferait pas au Guatemala, je ne sais pas. Mais bref, ça démontre encore une fois les nombreuses incohérences scénaristiques ou les fameux plot holes qui parsèment le film de 2008. En tant que juriste, c'est quelque chose auquel on s'attend. Nous, on regarde des films puis des séries parce que c'est pour des raisons ludiques, parce que c'est le fun. Pas parce que c'est juridiquement cohérent. Mais nous, on doit juger sur la crédibilité aussi on va dire le réalisme du récit. Oui, en même temps, je comprends que dans certains films ou dans certaines séries, pour des raisons de scénario ou pour des raisons simplement de fluidité, on essaie on est un peu lousse sur le droit. Puis de ce côté-là, moi ça me dérange pas du tout. Même si il y a même certains qui rentrent carrément dans l'explication. Je parle des directeurs ou des scénaristes qui écrivent carrément du droit fiction. Ils écrivent un droit fictif pour justement expliquer pourquoi telle ou telle chose n'a pas été faite ou faite.
Mais si, honnêtement, s'il y a un film que je recommande qui est quand même concernant le droit, notamment pour tout ce qui est droit international, droit militaire, etc., le premier film, le reste de la série est bon, pour moi, ça va en dégradant, mais Transformers de Michael Bay. Et moi, tu sais, Michael Bay, je comprends que c'est un directeur qui a une réputation douteuse, mais dans le premier film Transformers, notamment, tu sais, je trouve que quelqu'un, moi qui est un peu un buff, là, je suis un fan de tout ce qui est militaire, etc. Tu sais, je parlais d'animé plutôt hier, en fait, des animés Golden Panzer, etc. Puis moi, je suis fan de sujets militaires. Et je trouve que toutes les scènes militaires dans le premier film Transformers ont vraiment été bien faites, là. Puis c'est aussi exceptionnel parce que souvent ce qu'on voit, notamment dans les films Marvel, qui est votre spécialité, dans la MCU, on voit que on met vraiment de l'emphase sur les super pouvoirs, les héros. Tu sais, Iron Man, lui, il est puissant. Spider-Man est puissant. Thor est puissant. Et les pouvoirs leur sont conférés. Et l'armée est impuissante parce que l'armée n'a pas de super pouvoirs et on met l'armée dans la position où ils doivent justement essayer d'exploiter des héros. Parfois ils sont même mis en position d'anti-héros pour pouvoir essayer d'acquérir certaines technologies. Et on le voit, par exemple, tu sais, dans Black Panther, la manière que eux, ils interagissent dans Black Panther, où il y a aussi un peu un thème un peu néocolonial par rapport à ça. Mais rapidement, on doit partir en pause. Là. Merci de l'intervention. Merci de ta présence. On va aller tout de suite à la pause. Ouais. Et ensuite, au retour, on va attribuer nos pop-corn pour cet épisode. Ben, parfait. Restez des nôtres. Vous êtes de retour au Popcorn de l'Infini pour ce dernier segment qui nous verra octroyer donc ces fameux popcorn à The Incredible Hulk. On n'aura pas parlé beaucoup du film, mais ultimement, c'est ça, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est ça, il est relativement oubliable. On a une appréciation très mitigée, puis voilà. David, rappelle-nous quels sont ces fameux 6 popcorn. Oui, ben écoute, on a le popcorn de l'espace qui va déterminer son importance avec le MCU, le popcorn de la réalité qui va déterminer le réalisme du récit, le popcorn du pouvoir qui va déterminer en fait la qualité des scènes d'action, des effets spéciaux, le popcorn de l'âme qui va déterminer si on respecte l'âme du matériel source, le popcorn de l'esprit qui est le fun factor, est-ce qu'on a aimé écouter ce film-là, et le popcorn du temps, est-ce que ce film-là a bien vieilli, est-ce qu'il est intemporel, et donc on va commencer par le popcorn de l'espace. Est-ce que ce film-là a une importance pour le MCU? Comme je l'ai mentionné au début, moi je pense que non. Ouais. C'est plus toi qui peux le savoir parce que il y a plusieurs personnages qui reviennent finalement. Tu sais, même Tim Roth ou Emil Blonsky revient dans un des films ou de la série peut-être, je me souviens. La série de She-Hulk. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui est drôle avec ce film-là, c'est qu'on a recasté Ross, on a recasté Hulk. Ouais. Les seuls deux qui restent, c'est Mr. Blue. Et Blonsky. Et qui joue des personnages très secondaires. Puis même le Hulk, il a changé quand même de personnalité quand c'est Mark Ruffalo qui l'a pris. Donc, il sert pas à grand-chose, ben honnêtement, à ce film-là. Non, je ne donnerais pas le popcorn de l'espace. Donc, pour ça, c'est réglé. Mais au niveau du réalisme du récit, on a eu justement l'intervention de Marc qui nous permet de dire que du côté légal, c'est semi-réaliste. Mais du côté aussi rayon gamma, là, on peut se le dire. Ouais, ben c'est ça. On passe très, très vite sur l'aspect rayon gamma. Puis le fait que le sang, il soit maintenant contaminé des rayons gamma, je sais pas. C'est pas un héros non plus qu'on explique beaucoup dans les comics, mais au niveau du réalisme, je pense puis que... le déplacement, puis toutes ces affaires-là, là, et puis même les scènes d'action, est-ce que concrètement l'armée américaine, puis là, c'est drôle à dire comme question parce que peut-être la réponse est oui, là, mais est-ce que l'armée américaine déploierait des tanks sur un campus universitaire pour aller tuer un homme en plein milieu, tu sais? Essayons. Ouais, c'est ça. Non, mais bref, c'est ça, tu sais, il y a comme
la grosse machine américaine est déployée pour le battre. Il n'y a aucune subtilité dans tout ça. Je pense qu'il y aurait des comptes à rendre dans quelque part un moment donné, puis ça se passe pas. Fait que non, moi, je lui donne pas. Bon, ben parfait. Donc, pas de popcorn pour la réalité. Mais au niveau du popcorn du pouvoir, la qualité des scènes d'action puis la qualité, des effets spéciaux, j'ai de la misère parce que, oui, mais non. Puis le non, c'est que des fois, on utilise du CGI pour rien. Puis, pour rien. Il y a peut-être une raison, là. Mais puis des fois, ça paraît très fortement. Là. Pour un film même de 2008, ça paraît quand même assez fort des fois. Il y a beaucoup de scènes qui sont très bien réussies, mais c'est overshadowed par le fait qu'il y en a d'autres que non. Ben, la seule scène que j'ai aimée visuellement, c'est la scène de poursuite dans les favelas au Brésil. C'est pas proprement parler d'une scène d'action, mais tu sais, il y avait de quoi au Brésil, même si je critique le fait que ça se passe au Brésil, il y avait de quoi quand même qui visuellement était beau. Mais après ça n'a pas rapport nécessairement avec les scènes d'action. Fait que j'y donnerais pas parce que c'est peut-être un peu trop générique, là, même s'il casse un tank en deux puis des affaires de même. Mais c'est ça, c'est comme... J'ai de la misère visuellement. J'ai pas eu de fun à regarder les scènes d'action. C'est ça. C'est justement le popcorn. Ben oui, c'est ça. Non, ça c'est l'autre après. Le popcorn de l'âme, qui est le comic accuracy, que je vais donner un gros 0 parce que non. Non, ben c'est J'ai expliqué toutes les raisons de pourquoi. Je pense que le fait qu'on a carrément oublié les troubles psychologiques de Banner me font de ce film-là quelque chose qui respecte pas l'âme du matériel source. Je sais pas comment il aurait pu faire mieux. Mais probablement en mettant plus d'emphase sur la psychologie de Banner, qui est très intéressante, qu'on va faire un petit peu plus tard, mais pas tant que ça non plus. Non, c'est ça. Mais dans le fond, pour ceux qui se posaient la question, c'est la raison pourquoi She-Hulk, Jennifer, peut contrôler très bien sa version Hulk, parce que c'est quand même elle ce que Banner ne peut pas se permettre, qui va peut-être se permettre un peu plus avec Professor Hulk, qui va garder un peu sa forme, cette forme-là tout le temps, là, qui va être comme considéré un mélange de Banner et de Hulk. Donc non, je pense qu'on ne respecte pas l'âme du matériel source. Donc, présentement, il y a 4 popcorns qui ont que pas. Il reste le popcorn de l'esprit. Est-ce qu'on a eu du fun à regarder ce film-là? Moi, j'avais du fun en 2008 dans la salle de cinéma. C'est ça. J'ai déjà eu du fun, mais je pense que j'en ai plus. J'avais 6 ans. Puis la scène que c'est ça. Non, je dirais non. Puis au niveau de l'intemporalité, il y a toujours une scène que je me rappelle de ce film-là. En fait, il y a 2 scènes, mais il y a une de ces scènes-là qui n'est même pas dans le film. Là. Okay. La scène de où est-ce qu'il tombe de l'hélicoptère, puis qui est comme... Parce que je me rappelle que j'ai toujours... Je sais pas, c'est peut-être un souvenir de moi à 6 ans au cinéma qui avait peur qu'il meure, là, mais... je me rappelle toujours de cette scène-là, puis à chaque fois que, comme je pense à ce film-là, je pense à cette scène-là. Et elle arrive très tard dans le film. Mais sinon, qu'est-ce d'autre que je me rappelle? Je me rappelle aussi du tank où est-ce que le canon du tank va se revirer contre le tank, mais c'est pas dans ce film-là. Mais c'est ça, c'est dans le film de 2003. Oui, ce que je me rappelle, mais pourquoi j'ai cette image-là en pensant à Incredible Hulk, je sais pas. Ça n'arrive pas. Probablement parce qu'il y a un tank dedans aussi. Mais bref, c'est pas un film que je me souviens tant que ça. Puis à chaque fois que je l'écoute, c'est comme la première fois que je l'écoute. Puis c'est encore pire que la dernière fois que je l'ai écouté. Oui, puis d'autant plus que, tu sais, maintenant qu'on a recasté la plupart, les 2 gros rôles principaux, c'est quoi l'intérêt? Tu sais, oui, il y a, est-ce que ça a bien vieilli ou pas, mais comme, est-ce tu sais, on veut pas le revisiter, ce film-là. Il sert à rien non plus. Je trouve que Marvel pourrait tellement profiter de cette franchise-là, ce qu'ils ne font pas, parce que ça doit être une franchise qui coûte cher, là, honnêtement, à produire. La transformation en Hulk, je pense que ça coûte cher, ce qui fait qu'ils n'ont pas intérêt à le faire, mais je pense que ça pourrait être un personnage intéressant à revamper puis à revisiter, puis une franchise de Hulk qui a plus d'allure, peut-être même retcon, recommencer carrément, scraper tout puis recommencer. Je pense qu'on est rendu à ce point-là. Peut-être c'est une opportunité avec Red Hulk de le faire. Mark Ruffalo est rendu un peu vieux aussi. Oui, mais Harrison Ford aussi. C'est ça. C'est ça. Tu sais, ils ont recasté Ross avec Harrison Ford, puis c'est ça. Je sais pas combien d'années il va pouvoir, encore faire, parce que c'est quand même des rôles qui sont physiques, là. Je sais pas. Oui. En même temps, je pense que le CGI embarque assez vite. Le CGI embarque quand t'es Hulk, mais quand même, c'est des rôles qui sont comme
Ouais, c'est ça. qui sont ben demandants. N'importe quel tournage Marvel, je pense qu'il est assez demandant. C'est Ne ça. serait-ce que parce que tu es entouré de green screen. Puis, il y a quel âge, 83, c'est ça, 84. Là, c'est ça. Combien... Ces belles années d'action sont loin. Là. C'est ça, je pense que comme il n'y aura pas tant d'années que ça en tant que Red Hulk. Ce qui serait intéressant avec Red Hulk, c'est de revisiter la franchise là, directement. Qu'est-ce d'autre que je souhaite aussi pour Marvel, c'est un World War Hulk qui serait comme une série de comics très populaire adaptée où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se transforment en Hulk. Là. Vous pouvez deviner qu'est-ce qui se passe. Ça serait quelque chose de super intéressant à visiter, mais que Marvel n'a jamais franchi le pas. Là. Ouais. Peut-être manque d'intérêt ou carrément... ou peut-être en tout cas, il y a plein de choses à faire avec cette franchise-là qu'on fait pas. Puis qu'on a carrément oublié avec, par exemple, She-Hulk qui va... Qui va à peine gratter la franchise. Ouais, qui est dans un tout autre style différent. Tout autre style, mais un style qui est assez adapté au comic de She-Hulk. Donc, Zéro popcorn. Zéro popcorn, et ça le met au même niveau qu'Electra. Ouais. Je veux juste mentionner ça. Mais Hulk, c'était meilleur qu'Electra. Ouais, c'était définitivement meilleur qu'Electra. Mais merci beaucoup, David. Prochain épisode, ce sera sur X-Men Origins Wolverine, si je ne m'abuse. Là. Oui. Ou Iron Man 2. Non, je pense que c'est X-Men Origins Wolverine. Donc, on sort un petit peu du MCU brièvement. Sinon, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci à toi, David. Pour les gens du Radioton, on s'en va en petite heure musicale. Donc, restez des nôtres parce que dès 9h, c'est À nous le futur avec Claude Saint-Jean qui arrive. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et on se retrouve la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans notre podcast. Merci beaucoup.